personne sur 150 est autiste. Dans cet épisode, je t'explique comment j'ai compris que j'étais autiste, je te parle un petit peu de l'autisme au féminin, et pour une fois, je ne vais pas écrire à l'avance mon propos, parce que j'ai vraiment envie d'un épisode confidence entre toi et moi. Les troubles du spectre de l'autisme ont deux grands axes, c'est les déficits de communication et les gestes stéréotypés, les intérêts spécifiques, toutes ces choses-là qui reviennent et qui sont très intenses. L'autisme est un spectre parce que on peut être un autiste non-verbal avec déficience mentale, on peut être un autiste non-verbal sans déficience mentale, on peut également être ce qu'on appelait avant autiste Asperger. On n'appelle plus ça comme ça parce que Asperger était un nazi qui triait les gens selon leur autisme. C'est pour ça qu'ils ont créé ce terme de spectre pour expliquer que on n'est pas un peu ou beaucoup autiste, on n'a pas un peu ou beaucoup de TSA, c'est un spectre large qui regroupe certaines caractéristiques. Mais on peut être autiste et ne pas du tout se retrouver dans les propos que moi je vais avancer aujourd'hui. Toutes les atypies se colorent de notre environnement, de notre caractère, mais aussi de nos traumatismes, de notre éducation. J'ajoute à ça que les TSA ont été ajoutés il y a peu de temps, il faut quand même comprendre que tout ça, c'est nouveau, c'est des choses qu'on comprend petit à petit, mais ça va clairement avancer, c'est un continuum, c'est-à-dire que tout évolue, on ne sait pas tout. D'ailleurs, j'aime beaucoup la phrase de Claude Bernard qui dit « C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre ». Et c'est tout le problème dans les neuroatypies d'ailleurs. Je trouve qu'il y a tellement de clichés autour de l'autisme, avec une grille de lecture masculine. Les études ont d'ailleurs été faites sur des hommes, ce qui fait que l'autisme au féminin met du temps à être entendu, compris, vu. Je ne sais pas si vous connaissez ce test du yaourt qui a été fait. On dit à des enfants, on va tourner une publicité pour des yaourts. Donc, tu seras filmé et ça va apparaître à la télé devant tout le monde. Ce que les enfants ne savent pas, c'est qu'en fait, c'est une expérience, et pas du tout une publicité. Ces yaourts sont en fait dégoûtants. Les petits garçons, en goûtant le yaourt, ils se rendent compte que c'est dégoûtant, ils font la grimace et ils disent « Ah, mais c'est horrible, je peux pas manger ça, c'est atroce !» Ils sont sans filtre, ils n'ont pas d'inhibition, ils disent la vérité, ils disent ce qu'ils pensent, ils sont eux-mêmes, sans masque, sans faux self. Les petites filles goûtent le yaourt, le mangent, sourient, disent « il est délicieux » pour plaire, pour mettre un masque social, pour être crédible, pour être accepté, pour être aimé, parce que c'est ce qu'on apprend à faire aux petites filles, malheureusement, dans notre société. Si toi aussi, tu as envie qu'il y ait un petit peu plus de justice dans ce monde, t'auras compris que ce qui se passe n'est pas normal pour les petites filles. C'est pour ça que l'autisme féminin, et même toutes les neuroatypies, et j'élargirai mon propos sur tout le reste, on peut parler de la pilule quand même, où la pilule pour hommes a les mêmes effets indésirables que celle pour femmes, mais on n'accepte pas que les hommes aient ces effets indésirables. Or, pour les femmes, ça fait des années qu'elles le subissent et que, on dit rien, c'est pas grave, c'est des femmes. Pour énormément d'études, donc tu l'auras compris, ce sont les hommes qui ont été étudiés, et comme d'habitude, les personnes avec un utérus sont invisibilisées. D'ailleurs, on dit souvent que les neuroatypies de l'ordre des TDAH, des 10, et de l'autisme invisible, parce qu'il existe de l'autisme visible, il existe un autisme visible avec dépendance, où les gens ont besoin d'aide ou ne peuvent pas fonctionner dans la société telle qu'elle, mais il y a aussi de l'autisme invisible, indépendant, où les gens peuvent fonctionner, avoir des enfants, et la plupart du temps, ils découvrent à 40 ans qu'ils sont autistes. Bon, t'as compris, je ris jaune. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour moi, c'est quand je suis devenue entrepreneur, il a fallu que je me définisse. Parce qu'il fallait que je fasse ma bio Instagram. Me définir a toujours été problématique. Je suis allée chez une énergéticienne, alors là, ça y est, je ne suis plus crédible. La plupart de mon audience part parce que je suis folle, je crois à des choses et des machins. Chez cette énergéticienne médium, je lui raconte que je fais un livre sur la magie et que j'ai honte d'être moi. Et je lui parle même de ma crise identitaire en mode je ne sais pas vraiment qui je suis. Et son discours, ça a été de me dire « Oui, il y a un truc, oui, tu vas être thérapeute, oui, tu vas aider les femmes, oui, il y a quelque chose, mais tu vas aider les femmes à être elles-mêmes, mais il y a autre chose. Il y a quelque chose que tu as, que ton fils a, qui est différent et sur lequel tu devrais te baser. » Et moi, je me dis « Mon fils, il est neuroatypique, ma fille, elle est sensible, mais je pense plutôt que vous parlez de ma fille. » Elle me dit non, je crois que ça a quelque chose à voir avec votre fille, c'est quelque chose de vous. Mais ce livre sur la magie et la possibilité pour vous d'être qui vous êtes pour de vrai, ça va vous aider à trouver de quoi on parle en fait. Et c'est très drôle parce que oui, ça part de là.
Au fil du temps, des choses me mettent la puce à l'oreille. Je commence à suivre des comptes de femmes qui s'habillent colorées. Et moi, ça fait des années que je partage sur les réseaux sociaux des looks du jour colorés, où je dis aux femmes, libérez-vous, osez être vous-même en entier, on s'en fout des codes, on s'en fout des dictates. Je commence à suivre des femmes comme ça qui parlent de ça, mais plutôt du côté anglo-saxon, et à voir qu'elles parlent d'autisme. Ça fait son petit bout de chemin, et je m'inscris donc sur le hashtag autisme, unmasking autisme. Et là, un monde s'ouvre à moi. Et je me rends compte que les femmes autistes ont des difficultés sociales, ce qui est mon cas, et des intérêts spécifiques, ce qui est mon cas. Je vais revenir aux bases. Quand je suis née, je faisais 1,9 kg, personne n'a trop compris pourquoi. Je ne sais pas si ça a une incidence, mais je le dis parce que c'est important qu'on parle, nous, de nos vies, de nos témoignages, pour que de plus en plus de femmes se reconnaissent et puissent comprendre qui elles sont. J'étais une petite fille très maigre qui ne voulait pas manger. J'avais très peu d'appétit et je n'aimais que certaines choses. J'étais très fatiguée et on me disait d'ailleurs que j'étais extrêmement feignante, à tel point que jusqu'à 6 ans, pour m'emmener dans les magasins que ma mère adorait, elle me mettait dans une poussette parce que j'étais fatiguée, parce que je n'aimais pas le bruit, la foule, et que je n'avais pas envie de bouger, je n'avais pas envie de marcher, je voulais rester chez moi tranquillement. Quand on me parle de mon enfance, j'ai 0 souvenir et je me suis ennuyée. Jusqu'au jour où j'ai eu un ordinateur. Quand un ordinateur est arrivé dans mon foyer et que j'ai eu Internet, Tomb Raider, ça a changé ma vie. Ma mère m'a dit d'ailleurs, à partir du moment où on a eu un ordinateur, tu ne voulais plus venir manger avec moi, tu ne me parlais plus. Ensuite, la passion qui m'a le plus dévorée, ça fut la magie, la sorcellerie. J'ai acheté les bouquins que je pouvais m'acheter parce que j'avais pas un budget incroyable, j'avais 12-13 ans. Ma passion pour le tarot de Marseille a commencé à ce moment-là parce que ma sœur tirait déjà les cartes et que ma tante, à ses heures perdues, faisait des thèmes astro pour les gens, elle adorait ça. Bref, dans ma famille, c'était plutôt ok. Je me lance à corps perdu là-dedans et vraiment, quand j'aime quelque chose, je suis à fond dedans. En faisant le focus sur ma vie, je me suis rendu compte que ça, c'était des intérêts spécifiques. Quand j'ai ouvert mon blog, c'est parce que mon intérêt pour l'éducation bienveillante et positive et l'écologie était tellement intense, tellement énorme, qu'il fallait que je partage ça au monde, parce que je voyais que mon entourage n'était pas prêt à recevoir cette intensité. J'ai commencé par l'éducation positive où j'ai fait des millions de stages. Ensuite, ça s'est affaissé parce que j'ai eu l'impression de faire le tour et j'étais ok, j'ai compris ça. Je suis passée à l'écologie, au zéro déchet, j'étais à fond. Ensuite, je suis passée à la spiritualité, j'étais à fond. Et ensuite, maintenant, mon intérêt spécifique est plus de l'ordre des neuroatypies, justement. On peut avoir plusieurs passions, c'est pas le problème, c'est que moi j'ai une intensité telle que même je ne comprenais pas pourquoi mon entourage n'était pas autant à fond que moi, c'était tellement intense, tellement viscéral. Même là, quand je vous en parle, j'ai un besoin, une envie de oversharing, de partager tout ce que je fais. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai un intérêt spécifique, après coup je me rends compte, j'ouvre un autre compte Instagram pour pouvoir partager. Finalement, c'était déjà un peu du masking, je masquais un peu qui j'étais parce que je me rendais compte que mon entourage ou le monde n'était pas prêt à entendre ce que je disais, c'est-à-dire que quand je parlais d'écologie où j'étais à fond, je saoulais les gens, j'avais envie de les convaincre. J'ai vu ma mère me dire à certains repas, bon c'est bon tu nous saoules en fait, arrête Marie. Et ça m'a valu de me sentir extrêmement honteuse parce que je me sentais à part. Quand je suis arrivée chez TF1 et qu'il y avait une espèce de hiérarchie, je n'y arrivais pas, je ne comprenais pas ces espèces de petits jeux à la Dallas ou à House of Cards. Pour moi, ces trucs-là, et d'ailleurs, c'est des séries que je ne peux pas regarder parce qu'en fait, les stratégies, je ne sais pas ce que c'est. Quand je suis arrivée donc dans cet open space, j'étais trop bruyante, je m'habillais trop colorée, vraiment, j'étais trop exubérante. Certaines personnes me disaient « Mais Marie, putain, t'es trop intense en fait, genre arrête, et puis tu peux pas faire des bisous à tout le monde et tu peux pas en réunion dire ce que tu penses en fait. » J'étais sans filtre, je manquais d'inhibition. Du coup, j'avais honte d'être moi. J'ai ressenti ce sentiment encore plus de perte d'identité. Je me suis dit, mais du coup, c'est qui vraiment moi ? À l'heure actuelle, je le sais qui c'est vraiment moi. Moi, en fait, c'est celle que je montre sur les réseaux sociaux, qui pour autant peut être overstimulée et qui parfois peut devoir rester toute seule pendant un temps incroyable parce que sociabiliser me prend beaucoup d'énergie. Donc finalement, je suis complètement extravertie parfois devant ma caméra et ensuite, j'ai besoin de revenir à moi parce que je suis fatiguée, parce que mon cerveau étant hyper ouvert et hyper stimulable, eh bien, du bruit, ça peut m'irriter, les gens peuvent m'irriter. Ah tiens, en parlant d'irritation, l'autre jour, j'étais en voiture, j'ai eu mon permis après 37 ans à galérer et tout ça. Faut savoir que les personnes neuroatypiques ont souvent du mal à avoir leur permis. Il y avait derrière moi, j'allais à la vitesse normale, c'était 30. Et derrière moi, il y avait un camion qui me collait au cul. Et j'ai l'impression que c'est tout à fait la métaphore de ma vie.
J'ai l'impression d'être une petite personne dans une petite voiture jaune et rose, magnifique, avec des paillettes, qui veut vivre sa vie comme elle l'entend, sur la route qu'elle entend. Mais derrière, il y a un gros camion qui est le poids de la société, qui est le poids de la norme, finalement, qui est là et qui la pousse en disant « Non, ne sois pas comme ça, adapte-toi, fais un travail normal, gagne de l'argent, fais ci, fais ça !» Et vraiment là-dessus, au niveau de la norme, j'ai presque vraiment pas à me plaindre dans le sens où je suis une femme complètement privilégiée, avec un mari, des enfants, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je dénote effectivement par mon comportement qui a pu paraître enfantin et tout ça, mais voilà, je suis clairement dans une norme, hein, on va pas se mentir. Comprendre que moi-même, j'étais moi quand j'étais expansive et quand j'étais en effet en train d'aimer Sailor Moon et en train, de danser quand j'avais envie, de répéter les mots quand j'avais envie, de steamer, de toucher mes cheveux, de toucher... Je me suis rendu compte que j'étais moi quand j'ouvrais ma penderie et que je voyais toutes ces couleurs, bah oui, c'est ça, moi. Finalement, si toi, tu te poses cette question de à quel moment je suis vraiment moi, comment es-tu quand tu te sens en sécurité ? Parce que c'est ça, en fait. Quand tu te sens en sécurité, t'es libre. La liberté, elle arrive que avec la sécurité. C'est pas possible d'être libre si tu te sens agressé, si tu te sens en permanence jugé, si tu te sens en permanence vu par des gens qui vont te critiquer. C'est quelque chose que je me suis rendu compte. Je me suis dit, comment je me sens quand je suis avec des personnes qui me regardent d'un œil étrange et qui me regardent comme si j'étais un extraterrestre ? J'ose pas être moi, je me sens mal. Bien sûr que parfois, il faut s'adapter. Malheureusement, parfois, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que quand je vais faire une réunion d'école ou quand je vais faire une réunion de travail, je peux pas être sans filtre. Faut que je fasse attention à ma posture, à peut-être pas trop bouger mes mains ou pas trop bouger sur ma chaise parce que finalement, les gens vont se dire « Wow, qui est cette personne ?» Mais vraiment, le plus du temps, j'accepte de ne pas réussir à me conformer. Délivrer de mes chaînes, c'est vraiment ça. Pour moi... Poser des mots sur qui j'étais, je suis autiste, ça m'a délivrée de mes chaînes. Et ça m'a délivrée de ma honte, ça m'a délivrée de qui j'étais au monde que le monde ne comprenait pas, ça m'a délivrée de tellement de culpabilité d'être moi dans une société qui m'a fait comprendre que je n'étais pas dans les codes sociaux, dans les codes de la parole politiquement correcte, et me permettre de comprendre que c'était normal que personne ne comprenne l'intensité de mes intérêts spécifiques. C'était normal que personne ne comprenne que je répétais la même phrase 10 fois et que je chantais d'un coup parce que finalement c'était du steaming. Et à travers ce podcast, je vais donner la parole à des femmes neuroatypiques, à des femmes atypiques hypersensibles à toute forme d'atypisme parce que il est temps d'entendre qu'on peut être nous-mêmes et qu'il suffit peut-être que la société change et que les mentalités changent pour qu'on puisse être crédible, qu'on puisse être accepter et qu'on puisse être nous-mêmes en entier, pleinement nous. Parce que c'est trop important d'être pleinement soi. Il y a quelque chose dans le livre de Julie Daché que j'aime beaucoup qui dit que les autistes ont du mal à se conformer et que c'est très bien comme ça. Je pense que la liberté, et c'est pour ça que j'ai nommé ce podcast « Libère tes atypies », la liberté, c'est le plus important. Ok, on n'aura peut-être pas le salaire le plus fou du monde, on n'aura peut-être pas une Lamborghini, on n'aura peut-être pas une vie complètement comme ça où... on brille socialement parce que c'est peut-être pas notre fonctionnement ou quoi. Et puis d'ailleurs, énormément de personnes autistes ne comprennent pas ce but de vie. Les personnes autistes ont principalement besoin d'être entourées de gens bien et de gens qui les entendent et d'amour, avec une vie qui est peut-être plus simple, mais plus satisfaisante et confortable aussi. Et ça aussi, parfois la norme ne l'entend pas, qu'on puisse juste avoir besoin d'une vie tranquille et cool, genre sans truc de foufou, tu vois. Bref, libère tes atypies. Et ouvre ta cage. Je te souhaite une magnifique soirée et journée. Et je t'embrasse. Bisous.